Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs et amis de Radio Corse International. En ce vendredi 14 novembre, à l'écoute de la matinale de Radio Corse International avec nos partenaires de Télépaïse. Voilà, c'est vendredi, on est bientôt le week-end les enfants. Allez, on se retrouve juste après le jingle pour l'ensemble des rubriques de la journée. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins pour un matinale de Radio Corse International. On va faire de suite un petit détour avec Philippe Jam sur la météo. Hein, ça vous dit? Allez, on se fait un petit détour sur la météo, l'information de ce jour. Et puis on va se retrouver aujourd'hui avec des invités comme d'habitude. On va retrouver Andrea en fin de matinale. Et le turf, l'horoscope, comme vous l'avez tous les matins. Mais pour l'instant, on va faire un point météo. En plus, on va nous parler un peu du week-end, vous allez voir. Je ne sais pas comment va être le temps ce week-end, en espérant que le temps soit beau fixe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera présent le matin, mais le ciel va vite se voiler. Des nuages couvriront le ciel dans l'après-midi avec même quelques gouttes dans le Cortenay, l'Alta Rocca ou encore en plaine orientale. Le vent d'est à sud-est sera parfois modéré le long de la côte orientale, même dans le Cap Corse, côté ouest, avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les maximales seront agréables pour la saison, 14 à 19 degrés, voire même 22 degrés en Balagne. Par effet de feu, un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Samedi, le ciel sera encore voilé en matinée avec un vent d'est toujours modéré. Par endroits, des rafales atteignant 55 km/h dans le Cap Corse. Pas trop de changements dans les maximales, 13 à 22 degrés. Dimanche, il faut s'attendre à un temps le plus souvent gris mais sec. Seules quelques gouttes sont possibles sur le relief l'après-midi. Persistance d'un vent de secteur est à sud-est. Les maximales seront stationnaires. Un incendie à l'origine pour l'heure inconnue a gravement endommagé un véhicule hier soir dans le quartier du Loreto à Ajaccio. Aucune victime n'est à déplorer. Dans l'enquête sur l'assassinat du chef d'entreprise en BTP, Paul Félix Paoli, en août 2023 à Poggiomezzana, une sixième personne vient d'être mise en examen par un juge de la GIRS de Marseille pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Philippe Ficage, à 58 ans, a été placé en détention provisoire. Une dizaine de militants du RN, de Monza Palatina et de l'UDR se sont rassemblés hier sur le site de l'ancien pénitencier de Castelluccio à Ajaccio. Ils entendaient dénoncer le stockage de produits qu'ils jugent illicites, 150 tonnes de déchets en tout, et souhaitent que le site soit dépollué. Le site, une fois nettoyé, François Filoni, pour le RN, propose d'y installer la communauté des gens du voyage qui vit actuellement illégalement au rond-point de Campo dell'Oro. Lors de son conseil municipal d'hier soir, la majorité bastiaise a voté en faveur d'un renforcement de l'encadrement des locations de meublés touristiques à Bastia, avec 3 nouvelles mesures qui viennent compléter les premières prises en 2023. En résumé, pour mettre un bien en location à la nuitée, il faudra être propriétaire depuis 5 ans ou avoir un bien en compensation en location à l'année. Si dans l'opposition, Jean-Martin Mondoloni regrette que les mesures ne soient pas plus strictes, de son côté, Julien Morganti, qui a voté contre, dénonce un paradoxe. La majorité se dresse contre les meublés de tourisme et en fait des aménagements dans les quartiers pour les touristes, souligne-t-il. Pour lui, il faut distinguer le modèle spéculatif de certains de celui de riverains bastiais qui veulent compléter leurs revenus et cela passe pour lui par la création d'un PLU ad hoc. Toujours lors de ce conseil municipal, la municipalité a validé la vente de l'immeuble qui abritait la crèche Ciucciarella, rue Saint-François. C'est le groupe Baldassari qui a été désigné comme acquéreur. Il compte aménager une micro-crèche et 2 appartements de fonction. Restons dans le domaine de la politique avec une déclaration de liste à Bigoulia, celle du pharmacien Paul Alphonse. Le candidat issu de la droite dénonce l'immobilisme de la majorité actuelle et la juge responsable du blocage du développement de la commune, alors que ses voisines, dit-il, sont en pleine expansion. À l'appel de plusieurs partis politiques et associations, 2 manifestations anti-mafia auront lieu demain samedi à 14h devant le palais de justice de Bastia et sur la place de la Gare à Ajaccio.
Dans le cadre d'une dynamique territoriale, la Piève et Fiumorbe-Castel, ou en lien avec un plan alimentaire territorial qui a pour objectif de diminuer les dépendances alimentaires en Corse et de proposer une alimentation de bonne qualité accessible à tous, la commune de Serra di Fiumorbe lance une offre aux fins de relancer l'agriculture sur son territoire. Elle vient de lancer un appel à candidature pour la cession d'une exploitation maraîchère située sur ce territoire. Cet appel s'adresse à tout porteur de projet, jeunes agriculteurs ou pas, souhaitant s'installer dans le domaine du maraîchage. Football, 7e tour de la Coupe de France ce week-end avec le Sporting qui se déplace en Bretagne pour affronter une équipe de Régional 3, l'US Château-Malo. L'AS Furiani Agliani, club de National 2, jouera à Sarreguemines, club de Régional 1. Et le GFCA, club de National 3, sera en déplacement en Champagne pour y affronter Reims-Sainte-Anne, une formation de Régional 2. Merci Philippe. Invité du jour avec Philippe dans un petit moment, ce sera donc la French Connection. On va parler de la French Connection, donc vous verrez bien dans un petit moment donc notre invité. Pour le moment, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics du jour. En vous rappelant que ce dimanche, les courses seront sur l'hippodrome de Calzarello dans le Fiumorbo. Voilà, c'est la dernière réunion de la saison. Donc profitez-en, à partir de 14h, donc rendez-vous sur l'hippodrome de Calzarello pour de très très belles courses qui sont prévues. Mais pour le moment, on s'en va sur le continent, faire un petit détour donc sur les hippodromes pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 3, Diabel. Passons à la 5e course où le 13, La Rose du Gers devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 13, Mousqui de Guèze. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et n'oubliez pas dimanche dans le Fiumorbo les courses. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me retrouver aussi sur la chaîne Equidia, donc région pour les commentaires et en direct si vous voulez rester chez vous au chaud pour suivre les courses insulaires. On poursuit cette fois-ci avec l'horoscope. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. La charmante Paxi, comme tous les jours, qui nous prévoit une bonne journée peut-être pour les uns les autres. Allez, à voir. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce vendredi, voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourrez apprendre des commérages, des nouvelles peu flatteuses par le biais de communication, les réseaux, téléphone, messages, machin, bref, des papotages qui clairement, mis à part combler du vide, ne servent pas à grand chose. Et surtout, vous allez apprendre des choses venant de gens qui sont certainement jaloux, tout simplement. Vous prenez pas la tête si ça ne sert à rien. Voilà, donc pas mal de parasitage pour pas grand-chose. Les taureaux, aujourd'hui, ça va être plutôt une journée chill, on se relaxe, on a envie d'être dans sa bulle, de pas forcément être connecté à la réalité. Peut-être que c'est nécessaire pour que vous puissiez vous reposer et vous sentir bien avec tout ça. Les Gémeaux, il va y avoir des résultats au niveau financier, des papiers importants ou simplement un contrat ou des opportunités au niveau professionnel. Donc analysez bien, à voir si cela vous convient. Les cancers, on peut garder une part d'enfance, ce n'est pas un problème. Mais par contre, il faut tout de même savoir être un minimum dans la responsabilité dès que cela est nécessaire et être dans l'action si cela vous est demandé. Il y a des choses qui parfois sont inévitables. Ça ne vous empêchera pas pour autant de nourrir votre enfant intérieur et de profiter des petites joies de la vie. Les lions, il va y avoir certainement quelques petites perturbations au niveau du foyer, au niveau de l'équilibre habituel de votre petit cocon de vie. Donc, prenez du recul, prenez le temps d'observer pour voir qu'est-ce qui est jouable par rapport à ces perturbations. Les vierges, vous allez avoir des communications avec des gens qui peut-être sont loin de vous géographiquement. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, ce n'est pas spécifiquement précisé, mais vous allez avoir des communications avec des personnes qui ne sont pas à vos côtés. Les balances, face à certains échecs, on vous demandera certainement d'analyser et de voir quelles sont les possibilités que vous pouvez réussir à trouver pour pouvoir arranger les choses.
Les scorpions, certaines amitiés vont certainement s'effriter, se dégrader ou voire se terminer. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. L'avantage, c'est que vous gagnerez de la place et du temps. Les sagittaires, l'envie de bouger, l'envie de voyager, l'envie de découvrir des choses nouvelles va fortement vous enthousiasmer. Peut-être que vous tournez un peu en rond aujourd'hui et que vous vous ennuyez. Les Capricornes, de l'équilibre, du bonheur dans votre vie personnelle et surtout au niveau sentimental. Aujourd'hui sera une journée douce et agréable. Les Verseaux, vous êtes certainement un peu stressé par rapport à l'évolution ou à la graduation, comment dire, à ce que les choses avancent, tout simplement. Ne stressez pas trop, n'allez pas vous faire mal pour rien, observez au fur et à mesure et faites chaque pas en temps voulu. Et enfin, les Poissons, vous pourriez peut-être apprendre des nouvelles un peu fâchantes qui font pas du bien, très clairement. Par rapport peut-être à d'anciennes relations, vous allez peut-être apprendre des trahisons qui ont été cachées jusqu'à présent. Courage. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi et un bon week-end à toi. On poursuit cette fois-ci avec l'invité. Voilà, on va parler donc de la French Connection avec une conférence qui a eu lieu donc hier soir et on a pu recevoir donc l'intervenant sur le plateau de Radio Corse International avec Philippe Cham. Notre invité aujourd'hui, Jacques de Saint-Victor, qui jeudi soir donnait une conférence au musée de Bastia, à l'auditorium du musée de Bastia, dans le cadre des animations des Amis du musée. Jacques de Saint-Victor, bonjour. Bonjour. Alors, vous donniez hier soir au musée, dans le cadre des animations des Amis du musée, une intéressante conférence sur la French Connection. Alors, avant de parler de cette conférence, un petit mot sur votre parcours. Vous avez été avocat, journaliste. Oui, j'ai été avocat, puis très vite, je suis devenu journaliste et ensuite universitaire. Enfin, je suis toujours chroniqueur au Figaro littéraire pour les livres d'histoire, mais je suis professeur d'histoire du droit à l'université. Et vous avez écrit pas mal d'ouvrages aussi. Oui, pas mal d'ouvrages, à la fois sur l'histoire des idées politiques, notamment aussi beaucoup sur la Révolution française, et puis depuis quelques années, du fait d'un prisme très italien, puisque j'habite une partie de l'année en Italie, je me suis beaucoup intéressé à la question mafieuse, qui est une question qui en France a été souvent assez peu traitée, enfin jusqu'à récemment, et qui en revanche en Italie a été très abondamment traitée. Souvent, les travaux italiens sont pas très connus, et c'est dommage parce que c'est des travaux très intéressants sur le plan intellectuel. Et donc j'ai voulu écrire plusieurs ouvrages, notamment une histoire des mafias, qui est republiée d'ailleurs en poche, qui s'appelle Mafia et pouvoir, sur les liens notamment depuis la naissance des mafias entre le crime organisé et le pouvoir. Car quand on utilise le mot mafia, généralement, ça sous-entend qu'il y ait une sorte de connexion, de liaison, de pacte scélérat, comme disent les Italiens, entre le pouvoir, quelque type de pouvoir que ce soit, d'ailleurs le pouvoir social, le pouvoir politique, le pouvoir économique, et ces organisations criminelles. Parfois, d'ailleurs, cette symbiose est telle qu'on a du mal à les distinguer. Alors c'est très d'actualité en Corse, puisque oui. samedi, il y aura d'ailleurs une manifestation à Bastia-Ajaccio anti-mafia. Vous êtes un petit peu intéressé à cette... Alors, il faut rester dans son domaine, non pas prudent, mais dans son domaine de compétence. C'est-à-dire, je connais la Corse dans les archives, j'ai travaillé dans un certain nombre d'archives, notamment pour la French Connection, mais c'est vrai que la connaissance actuelle de tout ce qui peut se passer en Corse, c'est un sujet très... complexe et qui doit être laissé à des grands spécialistes, parce que c'est une question que j'ai quand même examinée depuis maintenant quelques années, parce que dans les années 2010, je me souviens être venu ici et je disais aux Corses qui n'étaient pas à l'époque très... Disons, certains étaient embarrassés avec cette question, et je leur disais, vous êtes un peu comme la Sicile des années 70. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait en Sicile dans les années 70 ? Il y avait le déni. C'est-à-dire, ça n'existe pas, c'est une invention. À l'époque, en Sicile, on disait des communistes, et ici, on disait c'est une invention des Parisiens. Et puis, aujourd'hui, et c'est, je crois, un moment important de ce point de vue-là, la société civile s'est quand même emparée de cette question.
On commence à en parler. La manifestation que vous évoquiez du 15 il y en avait déjà une après les attentats des années 2012. Donc il y a une prise de conscience délicate, difficile. C'est un sujet qui mérite évidemment la plus grande attention. Alors on va revenir à cette conférence que vous donnez donc au musée, intitulée « Les loups de Tanger ou la naissance de la French Connection ». Il faut savoir que la French Connection n'a pas toujours été dans la drogue, en fait, c'est ça. Oui, en fait, la French Connection en tant que telle, si, mais elle a des origines beaucoup plus anciennes et c'est lié notamment au trafic de cigarettes. J'ai écrit un roman, mais c'est un roman que je qualifie de roman vrai, c'est-à-dire ça part de sources d'archives qui ont été très souvent occultées, soit parce que on ne s'est, comme je vous le disais, pas beaucoup intéressé à ces questions pendant longtemps, soit parce que elles peuvent parfois un peu déranger, puisque évidemment, là aussi, quand on évoque ces questions, on évoque non seulement le crime organisé, mais souvent, hélas, ses liens avec un certain nombre d'autorités politiques ou économiques. Et alors, ce que j'ai voulu mettre en évidence dans ce roman, c'est les liens très importants de cette filière de la drogue à ses origines, à travers le port de Tanger, qui était, si vous voulez, la plaque tournante de ce trafic juste après la guerre. Et je suis, à travers deux personnages qui permettent donc au lecteur d'être plus en familiarité avec la complexité de ces réseaux, parce que la French Connection, comme tous les réseaux de trafiquants, c'est pas une mafia organisée comme les mafias italiennes, si vous voulez. C'est un plat de spaghettis où tout le monde se retrouve, se rencontre, et puis c'est pas nécessairement extrêmement précis sur le plan de l'organigramme. Donc c'était assez difficile de l'évoquer d'un point de vue plus, disons, académique. Et puis le roman me permettait d'aborder beaucoup de thèmes. Notamment un thème qui m'avait marqué dans mes précédents travaux sur la mafia, c'est-à-dire la question du combat entre le bien et le mal. C'est très difficile de combattre le mal. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, notamment quand on voit dans les films, le mal n'a pas nécessairement une figure méphistophélique. Il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus gris. Et par conséquent, c'est souvent un peu complexe de le combattre. Donc j'ai voulu évoquer tout cela à travers ce roman. Et pour répondre parfaitement à votre question, ces réseaux donc qui commencent à Tanger dans l'immédiate après-guerre sont d'abord des réseaux de trafiquants de cigarettes parce que les cigarettes sont après-guerre la denrée la plus riche, celle qui nécessite le plus au fond, qui remplit le plus les poches de ces trafiquants. Et puis, petit à petit, vers la fin des années 50, début des années 60, le marché américain de la drogue explose. Et à ce moment-là, ces trafiquants, pour l'essentiel, donc français et en particulier corse, se mettent sur ce trafic de drogue. Parce qu'ils ont un avantage par rapport à tous les autres mafieux qui auraient pu être tentés de faire du trafic de drogue, c'est qu'eux, ils ont des chimistes qui sont hors pair. Des chimistes qui savent très très bien transformer la morphine base en héroïne 4, la plus pure, et c'est ce qui va donner à ces réseaux de trafiquants français. French Connection, c'est un terme qui n'est jamais utilisé par les acteurs eux-mêmes. C'est un terme que la justice américaine a donné à ces trafiquants parce que pour l'essentiel, ils sont français. Ils ne sont pas tous français d'ailleurs, mais pour l'essentiel, ils le sont. Et ils ont œuvré donc jusque dans les années 70. Et puis ensuite, ils ont été plus ou moins démantelés, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, justement, vous en parliez à l'instant, c'est un milieu qui était corso-marseillais en fait, au départ. C'est ça. Oui, le milieu du grand banditisme et des grands trafiquants est un milieu qu'on qualifie de corso-marseillais. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des Corses qui sont allés à Marseille. Et ça a commencé même avant la Seconde Guerre mondiale, puisque dans les années 30, comme vous le savez, Marseille, c'est une plaque tournante elle aussi, mais le trafic de drogue est un trafic assez modeste en avant-guerre. C'est surtout pour les élites. Il n'y a pas beaucoup de gens qui consomment de la drogue, donc il est assez limité. Mais il est déjà quand même présent à travers notamment les moyens de transport que la France possède avec le monde asiatique, à travers notamment les messageries maritimes et nos colonies en Indochine et aussi le comptoir français de Shanghai en Chine, où
il y a déjà là une activité importante de pavot, donc d'opium, et ensuite de transformation de ce pavot en d'abord morphine base et ensuite en héroïne. Mais comme je vous le dis, c'est surtout à partir des années 50 que ça explose. Et à ce moment-là, c'est un monde dominé par des acteurs corso-marseillais. Certains sont connus, d'autres ne le sont pas. J'ai mis en évidence un certain nombre de ces acteurs sortis des archives qui ont été pour certains oubliés et qui étaient véritablement des gens très très puissants, c'est-à-dire d'abord des millionnaires et ensuite qui avaient des liens étroits, y compris jusqu'au plus haut niveau, puisque un certain nombre d'entre eux, et les dirigeants français de l'époque, notamment de la 4e République, ne s'en cachent pas. Par exemple, le directeur des services secrets de la DST dit qu'il les rencontre parce que on est dans un contexte très particulier, il faut le comprendre. On est en pleine décolonisation. Et ces acteurs qui sont justement sur le terrain, qui sont à Tanger, qui sont à Casablanca, qui sont à Beyrouth, qui sont dans toutes ces zones portuaires importantes, eh bien, ils sont une mine de renseignements pour les services secrets et pour tous les acteurs donc, du combat contre les indépendantistes. Et par conséquent, c'est à ce moment-là que se crée un chaudron particulièrement nauséeux qui s'explique un peu par les circonstances, pas uniquement par la méchanceté ou la malignité du pouvoir. Alors, c'est un clan très puissant qui faisait presque un peu d'ombre à un autre clan sicilo-américain, c'est ça? Oui, alors, ce sont des clans, déjà, il ne faut pas parler au singulier, ce sont des clans qui sont à la fois concurrents et parfois, et c'est ça qui m'a amené au Corso-Marseillais, qui sont alliés aux mafieux sicilo-américains. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment le plus intrigué au départ, c'est que je voyais, quand je travaillais sur Lucky Luciano, qui est un des plus grands mafieux de toute l'histoire de la criminalité organisée, et je voyais que Lucky Luciano, dans les interceptations que faisaient les carabiniers italiens, Lucky Luciano est associé avec un de ses membres importants de la future French Connection, et en même temps, il en a peur. Et là, ça m'a beaucoup surpris parce que le plus grand mafieux du monde, en tout cas c'est comme ça qu'on se le représente, ait peur des Corses, ça m'a donné l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on avait complètement ignoré. Et c'est là où j'ai compris qu'au fond, notre univers mental en France, forgé notamment par ce film magnifique, très sympathique, Les Tontons Flingueurs, mais nous a complètement mal fait saisir la puissance de ces réseaux criminels corso-marseillais, y compris au plus haut niveau. Et donc là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait creuser autour de ces mafieux. Mafieux, le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté sur un plan criminologique, mais disons, ces criminels corso-marseillais. Et j'ai découvert, en effet, leur très grande puissance. Et vous savez, une des raisons qui explique leur grande puissance, et c'est Lucky Luciano lui-même qui le dit à un moment, c'est que eux, contrairement à lui, eux, dit-il, il parle des Corses, ils sont protégés par leurs services secrets. Et ça a été la clé qui m'a permis d'ouvrir une trappe nouvelle vers un monde que l'on appelle ces zones grises, où il y a ces liens entre le crime organisé et le monde, disons, des services secrets, le monde de la politique un peu sombre, de toutes ces arrière-cours, les arcana imperii, comme on disait à l'époque des anciens. Aujourd'hui, la French Connection, on en est où ? Il y a eu un grand combat de la justice, des forces de police. Non, mais le monde actuel, en ce qui concerne le crime organisé et le narcotrafic, a complètement évolué depuis les années 80, si vous voulez. Ça a complètement évolué. Ce qu'on peut, à la rigueur, voir, c'est qu'il y a peut-être des héritages, des vagues et lointaines réminiscences. Mais aujourd'hui, le monde du narcotrafic a complètement changé. Mais voilà, il a éclaté, il s'est démultiplié tellement il y a d'argent, et surtout, c'est ce que je voulais dire, il est tellement présent aujourd'hui qu'à nouveau, il est important d'en faire l'histoire pour comprendre où on va, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne comprendra jamais où on va. Et ça, je crois que en France, ça manque un peu, cette connaissance historique, disons sérieuse, et puis surtout, je pense qu'en mesurant l'importance de ces dynamiques, on comprend à quel point
le crime organisé est de haute intensité, hein, évidemment, est un défi majeur pour nos démocraties. Je pense que c'est pas encore ce que vous me contredirez, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est même aussi au niveau national. Il y a aujourd'hui une nécessité, et hélas, elle est toujours obstruée par d'autres préoccupations tout aussi légitimes. On est aujourd'hui, où on a fait hier le 13 novembre, c'est-à-dire l'anniversaire des attentats contre le Bataclan. Donc le terrorisme est évidemment un de nos défis, mais toujours dans notre histoire, le terrorisme a servi à évacuer la question du crime organisé. Parce que le crime organisé, contrairement au terrorisme, il est de basse intensité. Il se voit beaucoup moins. Un acte terroriste, c'est un acte qui cherche la publicité. Donc il est forcément éclatant. Donc il correspond parfaitement à notre société du spectacle. Les véritables logiques mafieuses, ce sont des logiques au contraire de l'ombre. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à se faire trop voir. Et d'ailleurs, quand elles se font trop voir, c'est d'une certaine manière un échec de leur part. Et donc, cette logique de l'ombre, elle correspond beaucoup moins à notre société du spectacle. Donc on en parle toujours beaucoup moins. Dès qu'il y a un attentat terroriste, il occulte la préoccupation principale des autorités qui doit être la lutte contre le crime organisé. Or, sur le plan véritablement du défi démocratique, le crime organisé est bien plus préoccupant. Le terrorisme, c'est inquiétant sur le moment, mais on sait toujours qu'on gagne contre le terrorisme. Le crime organisé, en revanche, il peut corrompre complètement une société au point que, comme me disait un ambassadeur d'un État d'Amérique latine, il y a une devanture qui est marquée démocratie, on ouvre la porte et derrière, c'est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalité démocratique. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Non, aujourd'hui, je me suis remis à mes travaux sur la Révolution française. Ah oui. Mais je continue à m'intéresser beaucoup à la question du crime organisé. D'abord parce que j'habite dans une région, les Pouilles, où il y a toujours le crime organisé. Je suis les activités du CIRASCO, l'organisme qui, en France, centralise toute la réflexion sur le crime organisé. Et puis, je continue à m'intéresser à ces questions parce qu'elles sont intellectuellement tout à fait passionnante et beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Et quand j'ai vu récemment les débats autour de la question, par exemple, de la prison Darmanin ou les questions sur les repentis et autres, je me rends compte à quel point encore en France on a du travail à faire, notamment pour mobiliser les consciences, y compris les consciences des universitaires, qui ont encore beaucoup de mal à réaliser le défi qui nous est posé. Jacques de Saint-Victoire, merci beaucoup. On rappelle Les Loups de Tanger ou La naissance de la French Connection. Donc c'est un livre. Hein, c'est un roman. Un roman qu'on peut trouver bien sûr en librairie. Et vous étiez donc l'invité des Amis du musée pour cette conférence très intéressante au musée de Bastia. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, la French Connection. N'hésitez pas à acheter donc ce livre. On se refait un petit point d'information. Qu'est-ce que vous en dites? On refait un petit point d'information. Information du jour avec Philippe Jam. Allez, c'est reparti. Dans l'enquête sur l'assassinat de Paul Félix Paoli en août 2023 à Poggiomezzana, une 6e personne vient d'être mise en examen par un juge de la JIRS de Marseille. Lors de son conseil municipal d'hier soir, la majorité bastiaise a voté en faveur d'un renforcement de l'encadrement des locations de meublés touristiques à Bastia avec 3 nouvelles mesures qui complètent les premières prises en 2023. Politique, déclaration d'une liste d'opposition à Bigoul, il y a celle du pharmacien Paul Alphonse. Le candidat issu de la droite dénonce l'immobilisme de la majorité actuelle. Du football ce week-end avec le 7e tour de la Coupe de France au programme US Château-Malo Sporting Club de Bastia, Sarreguemines AS Furiani Agliani et Reims-Sainte-Anne GFCA. Météo, c'est un week-end mi-figue, mi-raisin qui s'annonce. Merci Philippe. Bon week-end Philippe et à lundi. Voilà. Profitez-en, je sais que Philippe part en randonnée, vous risquez de le croiser sur les sentiers en montagne le week-end. On se retrouve juste après Andrea, hein, les bonnes choses à faire donc pour attaquer l'hiver avec Andrea. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bien manger et de bien vivre en automne. L'automne, c'est une saison qu'on appelle de transition. Les journées raccourcissent, les températures baissent et notre corps ressent tous ces changements.
C'est le moment idéal pour adapter notre alimentation et notre mode de vie pour se préparer et petit à petit arriver dans la saison de l'hiver. Après les repas légers et assez frais de l'été, ou voire un peu excessifs de l'été pour certains pour les apéros, on a naturellement envie de plats un peu plus réconfortants. Et c'est normal, notre métabolisme ralentit un peu, on dépense moins d'énergie et on a besoin de beaucoup de nutriments et certains plus que d'autres pour soutenir nos défenses immunitaires. Le premier réflexe, c'est bien évidemment de manger de saison. Les produits d'automne sont justement là pour répondre à tous nos besoins. Les aliments phares vont être principalement les courges, potimarron, butternut ou encore courges spaghetti. Ce sont des aliments qui vont être riches en bêta-carotène. Ils protègent justement, sont riches en antioxydants pour la vision, la peau et notre système immunitaire. Leur texture est douce, assez sucrée et apporte une énergie sans excès. On retrouve également ce qu'on appelle les légumes racines. Ça va être tout ce qui va être carottes, betteraves, navets ou encore patates douces ou pommes de terre. Ils sont riches en vitamine B. Le vitamine B va jouer un rôle pour maintenir un bon tonus, un bon système immunitaire, apporter de l'énergie stable tout en évitant des pics de glycémie et justement permettre d'éviter tout ce qui va être fringale et envie de sucre, principalement le soir. Ensuite, bien évidemment, on va avoir les fruits. Tout ce qui va être fruits va être les pommes, la poire, le raisin ou encore la figue. Ils sont mis à l'honneur. Ils regorgent de fibres, d'antioxydants eux aussi et surtout de vitamine C qui sont là pour stimuler notre système immunitaire une nouvelle fois. Les pommes cuites ou encore les compotes maison sont idéales pour la digestion et justement favoriser et combler les envies de douceur. Les fruits à coque ne sont pas à négliger non plus. On va avoir les amandes, les noix, les noisettes, qui eux vont être très intéressants pour ce qu'on appelle les oméga 3. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires qui vont permettre de combattre contre la fatigue et de permettre de maintenir une bonne concentration, faciliter le sommeil et donc du coup une bonne récupération. L'automne, à ne pas oublier, si les températures se refroidissent, nos plats doivent, eux, se réchauffer. Ils doivent permettre de maintenir notre corps à température pour nous permettre de lutter contre le froid. Il ne faut pas oublier également que les soupes sont idéales à cette période, car elles permettent d'apporter des vitamines et des minéraux à travers les légumes, mais également d'apporter une hydratation. Ne pas oublier également d'associer de temps en temps une alimentation qui va être d'origine végétale, au moins une fois par semaine, c'est-à-dire d'associer des légumes, des féculents comme par exemple des pommes de terre, des patates douces et des lentilles vertes, lentilles corail, haricots rouges. Pour également, bien évidemment, les températures vont s'abaisser, notre déshydratation va moins se faire ressentir, mais pourtant, elle est toujours présente. C'est pourquoi il ne faut pas oublier de favoriser tout ce qui va être infusion. Infusion, par exemple, à base de verveine, de camomille ou encore de tilleul. Le mode de vie doit aussi s'adapter. On a plus envie de rester à la maison, on a plus envie de cocooning et moins envie de faire de sport. Mais bien évidemment, les températures justement nous permettent de plus en plus de sortir en fin de journée avant que la nuit tombe. Donc privilégiez vraiment des balades, surtout en forêt, des randonnées quand le temps le permet. Et prenez du temps pour vous, car c'est le temps de l'introspection avant l'arrivée de l'hiver qui va être l'hibernation. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Voilà, c'est bien noté. Et puis je vous rappelle qu'Andrea a fait un bel petit ouvrage que vous pouvez retrouver en librairie sur les bons gestes culinaires et adoptés donc saison par saison. C'est fini, hein, voilà. Je sais pas ce que je vais vous annoncer, mais bon, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous lundi. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Vous avez eu la météo, così cosa, hein. On va faire avec, hein. Le Touguet, le Zelo Bio et la Gamme Bio. Et on se retrouve donc lundi matin, Télépaèse et Radio Corse International. Je vous rappelle que vous pouvez rester connecté sur la radio en passant sur notre plateforme rci.websiteradio.co, et là vous avez tout, la radio, les podcasts, les replays, et vous pouvez me laisser un petit mot si vous laissez un petit mot. Voilà. Tenete forte e ci vediamo lunedì.